chapitre qu'on a écrit avec Jacqueline Laufer et Rachel Silvera, donc à 3. Alors, le chapitre s'intitule « Pourquoi le travail des femmes vaut-il moins ?» Et en fait, cette question, et donc l'objet de ce chapitre, s'inscrit totalement dans la continuité des travaux existants sur, d'une part, la division sexuelle du travail, l'articulation entre production et reproduction, et les processus de construction des inégalités professionnelles, travaux qui viennent éclairer la question de la dimension sexuée de la qualification du travail. Et donc les travaux de Madeleine Gilbert, Delphine Gardet ou encore Margaret Mariani et Chantal Nicole témoignaient déjà du processus de négation des qualifications des femmes et de la déqualification des emplois qu'elles occupent. Alors le constat de la dévalorisation des emplois à prédominance féminine et donc des inégalités salariales qui en découlent, eh bien, pose aujourd'hui la question très concrète de aujourd'hui comment on s'y attaque. Et aujourd'hui, quelles sont les démarches, quels sont les processus, les négociations que l'on peut mettre en œuvre pour revendiquer une revalorisation des emplois à prédominance féminine ou à minima une évaluation non discriminante des emplois. Et en fait, le principe juridique de l'égalité salariale est souvent connu, souvent on s'arrête au principe à travail égal, salaire égal. En définitive, depuis 1972, le principe est beaucoup plus fin que ça et nous explique que l'égalité salariale, c'est un salaire égal pour un travail de valeur égale. Et donc, dès 1972, le législateur nous explique qu'il faut l'égalité salariale pour des emplois potentiellement différents. Par exemple, l'égalité salariale entre des emplois à prédominance féminine et des emplois à prédominance masculine jugés de valeur égale. Et en 83, donc vous voyez, ça remonte quand même un petit peu, eh bien, le législateur nous dit comment on fait ? Comment on fait pour évaluer la valeur des emplois ? Et le législateur, dès cette époque-là, nous explique que la valeur des emplois, eh bien, ça va être un ensemble comparable de connaissances, de capacités professionnelles, de responsabilités et de charges physiques ou nerveuses. Et à partir du moment où on a comparabilité de ces éléments, eh bien, on doit avoir égalité salariale. Alors ce principe, aujourd'hui, il est totalement d'actualité, tout simplement parce qu'on a eu, en 2004, un accord national interprofessionnel signé par tous les partenaires sociaux. C'est relativement rare, donc il faut le souligner, signé par tous les partenaires sociaux qui incitent à la révision des grilles salariales et des grilles de classification des emplois venant corriger les biais pouvant réduire la valeur des emplois à prédominance féminine. Et puis plus récemment, en 2010, on a eu une jurisprudence révolutionnaire où on a eu une responsable des ressources humaines qui a revendiqué l'égalité salariale dans sa grosse PME en se comparant avec le directeur financier et le directeur commercial de l'entreprise. Ça a duré très longtemps, mais le législateur a dit chiche, allez-y, comparons, et elle a obtenu gain de cause, une équivalence de niveau de connaissance, de responsabilité, de capacité professionnelle, etc. Encore, en parallèle de ces éléments nationaux, depuis quelques années, nos voisins multiplient les expériences. C'est-à-dire qu'il existe de nombreuses expériences étrangères sur le sujet. Les plus avancées sont les Québécois, avec la loi sur l'équité salariale, qui, depuis le milieu des années 90, en fait, impose à toutes les entreprises d'effectuer un exercice d'équité salariale, c'est-à-dire d'évaluer les emplois de manière non discriminante et de comparer la valeur des emplois à prédominance féminine et masculine. Ça a généré une revalorisation de nombreux emplois à prédominance féminine. Plus proche de chez nous, dernièrement, les infirmières suisses du canton de Genève ont mené une lutte pour une revalorisation de leur métier et pour cela, elles se sont comparées aux gendarmes du canton de Genève. La lutte a duré 7 ans et on a comparé le diplôme, les responsabilités, les risques
les conditions de travail et elles ont obtenu gain de cause, elles ont été repositionnées. Actuellement, le Portugal travaille énormément sur le sujet et dernièrement, la branche de la restauration, dans la même optique, a revalorisé les emplois à prédominance féminine. Tous ces exemples montrent en fait comment les méthodes d'évaluation des emplois, les méthodes gestionnaires d'évaluation des emplois, viennent systématiquement sous-valoriser les emplois à prédominance féminine, même si, nous sommes bien d'accord, nulle part, dans aucune convention collective, dans aucune méthode de cabinet de consultant, il est ouvertement indiqué cette discrimination. Cette discrimination, elle est indirecte. C'est-à-dire que des critères d'évaluation apparemment neutres, une fois appliqués, quand on applique les critères de responsabilité, de diplôme, etc., à ces emplois, ces critères viennent sous-valoriser les emplois à prédominance féminine. Par exemple, les critères de formation. On se rend compte qu'un BTS du secteur, un BTS administratif, ne va pas être valorisé de la même façon dans la valeur de l'emploi qu'un BTS industriel. Autre exemple, sur les critères de technicité de l'emploi, les technicités, par exemple, relationnelles, les technicités organisationnelles, très utilisées dans les emplois très féminisés, n'existent pas comme compétences professionnelles et sont relayées à des qualités supposées féminines. Autre exemple, dans le critère de responsabilité, critère très utilisé en entreprise, on omet complètement certains types de responsabilités pour ne privilégier que les responsabilités d'encadrement hiérarchique, et on omet toutes les responsabilités de coordination, par exemple, ou on omet aussi les responsabilités envers les personnes fragilisées, en ne valorisant que les responsabilités, par exemple, budgétaires à court terme. Bien souvent également, l'ensemble des conditions de travail, alors même que le législateur prévoyait les charges physiques et nerveuses, ces éléments-là disparaissent complètement de l'évaluation des emplois. Bref, on voit énormément de biais venant indirectement discriminer les emplois à prédominance féminine. Et tous ces éléments sont véritablement d'actualité. Rachel Silveira et moi, nous avons travaillé sur un guide à destination des partenaires sociaux qui a été publié en 2013 par le Défenseur des droits. Et il nous semble urgent de réviser ces grilles de classification professionnelle, de proposer des méthodes d'évaluation des emplois non discriminantes, parce que c'est aujourd'hui un véritable levier pour l'égalité salariale. Et l'égalité salariale, l'égalité au travail, ne passe pas uniquement par la mixité des métiers, comme c'est pourtant la mode actuellement. Ça passe aussi par la revalorisation, la juste reconnaissance des emplois que les femmes occupent déjà. Et c'est véritablement le chantier, il me semble, aujourd'hui, des partenaires sociaux. Merci. Thank you.